Nous sommes à l'instant T, bienvenue, un cycle de webconférences organisées par l'Agence de développement et d'urbanisme Lille Métropole autour du sujet des transitions. Alors, un monde, on le voit en pleine mutation, une société qui évolue, une crise sanitaire qui est bien présente, des nouveaux modes de faire, des nouveaux modes de penser, d'agir, de consommer, de se déplacer sont engagés. En tout cas, c'est un constat que l'on a fait en 2019 et que l'on vérifie encore plus en période de crise cette année 2020, avec des transitions annoncées qui vont se faire ou pas à travers une accélération. En tout cas, c'est un vrai sujet que nous posons sur la table et nous avons donc décidé de mettre en place ce cycle de conférences, d'aborder la thématique des transitions que nous proposons à un rythme de 2 fois par mois sous le label de l'instant T en 20 minutes. Nous en sommes à la troisième web conférence autour d'un sujet intéressant pour une agence de développement et d'urbanisme, la transition urbaine. On parle d'espace public, de projets urbains, les modes de faire, la ville évolue, hein, conscient que la fabrique de la ville a connu ces dernières années de grandes évolutions avec notamment de nouvelles méthodes plus participatives, de nouveaux acteurs. Je pense à l'habitant, à l'usage, hein, notamment aussi avec les designers hein, que notre intervenant représente aujourd'hui. Tout cela, je dirais, s'incarnant dans un mot un peu nouveau, la maîtrise d'usage. Et pour cela, je le remercie d'avoir accepté d'être l'invité de cette webconférence. Nous accueillons Alexandre Muche, qui est cofondateur et designer associé de l'agence Vraiment, Vraiment, qui est basée à la fois à Paris, à Bruxelles. Donc, Alexandre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, le principe est simple, pas de questions, pas de débat, mais simplement un regard posé par un invité à l'instant T qui, par son expérience, son expertise, nous pose sa vision sur le sujet de la transition urbaine. Alors, Alexandre, peut-être pour introduire quelques idées, quelques questions, en fait, comment se manifeste cette maîtrise d'usage au cœur des différents projets inhérents aujourd'hui, en quoi ces évolutions sociétales et autres évoluent et font évoluer les modes de faire considérés comme traditionnels et aussi surtout comment le design répond aujourd'hui à ces évolutions avec en toile de fond cette crise sanitaire qui aujourd'hui nous inquiète, mais en tout cas une crise qu'il faudra intégrer dans notre mode de vie et aussi dans notre mode de faire. Donc, Alexandre Muche, vous avez la parole. Vous avez un temps de parole de 15-20 minutes et comme je l'ai dit, nous n'avons pas, et le principe de l'instant T, c'est pas de questions, pas de débat derrière, mais simplement ce regard posé sur la thématique d'aujourd'hui, qu'est la transition urbaine. Voilà, donc Alexandre, vous avez la parole. Je vais quand même essayer de prendre un petit quart d'heure en visioconférence pour essayer d'expliciter un peu les bonnes questions qui viennent de m'être posées, notamment de cette relation du design avec les questions de la fabrique de la ville, de la fabrique urbaine, et essayer de prendre un peu ce quart d'heure, notamment au travers de quelques exemples pour essayer d'être un peu concret sur qu'est-ce que le design a à faire avec la construction de la ville. Alors, pour répondre un peu, qu'est-ce que des designers ont à faire avec cette question de la ville qui est historiquement traitée par les métiers de l'urbanisme, de l'architecture, du paysagisme, de la programmation. Au fond, alors je pense pas qu'il faut voir un métier qui viendrait qui viendrait rebattre les cartes de A à Z, mais néanmoins qui vient apporter peut-être deux modes de faire qui sont assez particuliers au mode de design. Un premier qui est une forme d'écoute de l'usager assez spéciale. Alors pas pour dire qu'au fond l'urbanisme n'aurait jamais été à l'écoute des usagers. Hein. Il y a une longue histoire du participatif depuis les années 80 au moins dans la fabrique de la ville. Mais néanmoins, le designer vient avec des modes de captation, au fond de comprendre les usages urbains, les usages aussi bien en termes de mobilité que dans la façon dont ils vont utiliser des équipements publics, la façon dont ils vont faire des lieux sociaux, qui fait que par rapport à d'autres métiers, on vient un peu écouter autrement
les situations existantes. Et pour donner des exemples, je vais donner par exemple un exemple de projet. On travaille avec la ville de Paris sur la façon dont elle inscrit ces espaces jeunes, ces MJC dans la ville. Et une des choses assez particulières qu'on fait, c'est que plutôt que de prendre uniquement une sorte de lecture architecturale sur dire qu'est-ce qui se passe entre les murs d'un espace jeune, pourquoi est-ce que les jeunes y viennent, etc., on va vraiment écouter la façon dont se passe une journée d'un adolescent dans un quartier parisien. Et du coup, une des forces un peu du design, c'est de multiplier des outils qui peuvent être des cartographies simplifiées représentant les espaces publics, qui peuvent être des façons de se balader en ville, qui peuvent être des outils numériques et par exemple demander aux jeunes d'utiliser Instagram ou Snapchat pour prendre en photo leurs espaces publics quotidiens, mais en tout cas une sorte d'écoute où on va vraiment écouter les parcours usagers dans leur globalité. Pas uniquement ce qui va se passer dans tel équipement public, mais d'essayer de comprendre vraiment une journée. Et ici, par exemple, avec des adolescents, de comprendre qu'au fond, ils peuvent sur un quartier être dans une sorte de consommation des espaces publics qui va être très variée. Le deuxième aspect qui est peut-être très particulier dans la façon dont les designers vont intervenir sur le projet urbain, sur la question de la ville, c'est la question du prototypage. Le prototypage, du coup, qui est en design industriel classique, c'est au fond cette idée qu'avant de lancer la fabrication en série d'un objet, avant de lancer la fabrication à 1 million d'exemplaires d'une cafetière, on va passer par un certain nombre de tests, on va dire, d'une version dégradée de l'objet final. Et ça, je pense que c'est une des particularités vraiment fortes du designer dans le projet urbain, c'est qu'au fond, il y a dans ce métier-là une assez forte maîtrise de comment est-ce que, avant de lancer une fabrication finale de mon espace public ou de mon équipement public, comment est-ce que je peux le préfigurer? Et chez le designer, alors c'est aussi un des modes de travaux que par exemple certains collectifs d'architectes ont commencé à amorcer, mais chez le designer, il y a une très forte connaissance au fond de l'économie du prototype, qui veut dire quelque chose d'assez spécial en projet urbain, qui est comment est-ce que dans 1% ou dans 0,1% de mon budget d'aménagement d'espace public, par exemple, si je refais une place à X millions d'euros, comment est-ce que dans une fraction de ce budget-là, je me donne un droit à l'erreur pour tester des usages, regarder s'ils fonctionnent, regarder s'ils fonctionnent pas. Ici, par exemple, sur une question de piétonisation d'une rue à Bruxelles, de voir quel type de vitalité ça amène. Et au fond, amener une chose qui a toujours été dure dans le projet urbain, c'est que le problème du projet urbain, c'est que ça coûte cher. Et parce que ça coûte cher, on se donne pas le droit à l'erreur. Et je pense que là, effectivement, il y a une forme de spécificité du métier de designer qui consiste à maîtriser des versions dégradées, des versions simplifiées, des prototypes ou des maquettes d'usage qu'on voudrait avoir dans notre équipement ou notre espace public final pour vérifier que l'hypothèse qu'on prend est la bonne. Et je pense que c'est vraiment une pièce manquante parce que ce droit à l'erreur, pendant très longtemps, il a été vraiment absent du projet urbain. Et j'ai envie de dire, plus les projets coûtent cher, plus la place publique est grande, plus l'équipement est grand, plus cette idée d'être un peu innovant en testant des choses un peu fortes, elle disparaît dans le projet urbain. Et il y a une vraie capacité au fond, notamment parce qu'on a une maîtrise ici avec un mobilier qui doit tout casser, coûter quelques milliers d'euros. Au fond, une assez forte maîtrise de l'économie du prototype qui fait qu'on fabrique au sein des équipes urbaines une sorte d'espace vraiment laboratoire dans lequel on teste des choses, on regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas, et y compris de retenir des leçons sur des choses qui ne marchent pas. Et je pense que c'est un peu la deuxième particularité de l'intervention du designer là-dessus. Alors, après, une fois qu'on a dit ça, il y a un autre aspect dans la maîtrise d'usage qui est important, c'est que on va essayer d'écouter et les usagers et les agents. Parce que pour nous, au fond, quand on pose la question d'un équipement public, une médiathèque par exemple, ou une place, quand on dit les usagers, on a une attention particulière à écouter évidemment les habitants, mais au fond à écouter la multiplicité et la variété d'usagers qui vont les utiliser. Les habitants, peut-être aussi les gens qui travaillent autour,
les commerçants. Et une chose assez particulière qui est au fond, parce que vraiment une forte connaissance d'une variété de politiques publiques, que ce soit le social, que ce soit les politiques jeunesse, que ce soit le maintien à domicile, que ce soit l'hospitalier, mais une forte capacité à connaître un peu tous les métiers de la fonction publique, et du coup avoir une forte attention sur la façon dont on va gérer les espaces publics. Typiquement, par exemple, quand vous activez et piétonnisez une rue comme ça, les premières personnes avec qui vous devez savoir dialoguer et construire le projet urbain, c'est les équipes techniques des espaces verts et des espaces publics. Comment est-ce qu'ils vont gérer cette rue? Comment est-ce que les balayeuses vont passer entre le mobilier? Comment est-ce qu'on va gérer, et admettons que le mobilier marche très bien et que les gens viennent manger tous les midis, comment est-ce qu'on gère les déchets des consommables qui ont été consommés sur site? Et au fond, on est assez souvent dans une capacité à entendre l'infinité des métiers de gestion qu'il y a autour de l'espace public. Et Dieu sait que l'espace public, c'est une des questions qu'on nous pose actuellement. On se rend compte que c'est un espace qui superpose les usages, superpose du coup les politiques de gestion. La direction développement économique, parce qu'en ce moment ils sont angoissés sur la question des rez-de-chaussée et des commerces. La direction espace vert, parce qu'en ce moment elle se pose la question de la présence de la nature en ville et de comment est-ce qu'elle entretient en zéro phyto la ville. La question de la voirie, qui se pose la question de ces reconversions et du repartage de l'espace public. Et chez vraiment, et en tout cas, et de manière générale dans le design, il y a une capacité à aller écouter la variété des métiers de la fonction publique qui gèrent la ville. Et ça me paraît extrêmement important parce qu'assez souvent dans l'innovation urbaine, de temps en temps, on a un peu l'effet d'objets qui peuvent être parachutés, un tas de palettes ici, un tas de palettes là, mais avec assez peu d'écoute ou de prévoyance sur, au fond, comment est-ce que ça va impacter derrière tous les modes de gestion, d'entretien et de construction de la ville. Et c'est vraiment une des attentions particulières que le designer ou le designer des politiques publiques, tel que l'agent vraiment travaille, se positionne sur la question de la ville. Alors, pour un peu continuer sur en quoi ça change un peu les modes opératoires, j'ai l'impression que c'est pas une science, hein, parce qu'on intervient à plein de niveaux du projet urbain ou du projet architectural, aussi bien de temps en temps, très tôt en pré-programmation pour poser la philosophie d'un projet, que à la fin en maîtrise d'œuvre pour dessiner du mobilier, des micro-architectures, des installations. Mais néanmoins, là où ça fait beaucoup bouger les choses, j'ai envie de dire, c'est à deux endroits. Très tôt en amont du projet, parce qu'il y a un enjeu au fond, à reposer la question. Peut-être de temps en temps à challenger le cahier des charges, parce que dans la façon dont on va écouter les usagers, on va redéfinir un peu c'est quoi la question, de temps en temps un peu la simplifier, parce que de temps en temps il y a des enjeux où il y a des demandes qui sont très couteau suisse, avec derrière toute la complexité et le fait qu'on crée des choses compliquées qui sont pas forcément compliquées les usagers. De temps en temps, une capacité à réouvrir le cahier des charges en englobant d'autres fonctions. En ce moment, on voit bien à quel point les enjeux d'espace public et de mobilité touchent les enjeux de commerce et de développement économique, qui touchent eux-mêmes les questions d'apaisement de l'espace public et d'espace vert. Enfin, on voit bien à quel point le projet urbain en ce moment, c'est un projet dans lequel on doit pouvoir un peu reposer la question du cahier des charges, tantôt le réouvrir, tantôt le resimplifier. Et ça, je pense que le designer, notamment dans la façon dont il fait le projet, bon, il a une méthodologie pas très loin de l'architecte, mais tout de même un peu différente, va être en posture d'un peu piquer la question de la maîtrise d'ouvrage et potentiellement de la refaire bouger. Alors, ça m'amène un peu sur la question que m'était posée par Didier de Coupigny sur, au fond, et qu'est-ce que ça change, notamment dans le contexte actuel de la crise Covid et de tous les bouleversements que nous pose cet enjeu de transition qu'on est en train de connaître. J'ai l'impression que le design a pas mal de choses à dire sur cette question, notamment du repartage de l'espace public. On l'a écrit, notamment au travers d'un ou deux articles sur cette question de comment est-ce que se partage l'espace public. Alors, tantôt sur des enjeux de comment est-ce que les GAFAM, Google Maps et les autres acteurs viennent un peu commencer à chahuter les choses. Et par ailleurs, on a réécrit un article sur la question du Covid. Mais je pense que le design a au fond aussi cette capacité à écouter un peu finement les usages
Et dans ce challenge que nous pose un peu la transition urbaine actuelle, qui est au fond comment est-ce qu'on repartage l'espace public, notamment, mais pas que, sur une présence ou surprésence de la voiture en ville, c'est un outil assez capable en fait. C'est un outil assez capable parce que d'une part, il permet d'aller écouter un peu finement les usagers, peut-être d'écouter de façon un peu moins binaire les automobilistes d'un côté versus les piétons de l'autre. Au fond, les usages sont plus compliqués que ça. On est tous automobilistes à certains moments, tous piétons à d'autres. Les modes de captation du design vont permettre d'aller un peu écouter finement ça. Et par ailleurs, effectivement, la crise Covid telle qu'on l'a connue, et puis l'apparition des coronapistes vélo, l'apparition d'enjeux de mobilisation qui ont été tout d'un coup extrêmement volatiles et soudains et nécessaires, a demandé à la fabrique de la ville des modes de fabrique de l'espace public beaucoup plus rapides. Et là-dessus, le design a son mot à dire parce que ça veut dire qu'il faut déployer du mobilier beaucoup plus rapidement sur des économies beaucoup plus légères puisqu'on ne se permet plus de refaire une rue en 3 mois. On n'en a pas les moyens financiers, mais on n'en a pas non plus les moyens méthodologiques. Du coup, il faut trouver les objets, les matérialisations de ces nouveaux espaces publics et aussi en termes de signalétique. Comment est-ce que on arrive au fond, à raconter aux habitants ce nouveau partage de l'espace public. C'est quoi les règles de zone partagée? C'est quoi ces nouveaux couloirs vélos qui passent? Quelles sont les règles sur ces nouveaux couloirs vélos? Comment est-ce qu'au fond, on arrive à raconter des nouvelles règles de la rue? Et ça passe par une vraie attention, pas tant à multiplier les panneaux de sécurité routière, mais plutôt à avoir un vrai langage urbain qui permettent de raconter qui a sa place, où ça dans la rue, et effectivement de pouvoir le tester et ajuster. Je pense que c'est une des grandes forces de ces coronapistes ou de ces nouveaux aménagements tactiques, comme ils sont appelés, au fond à être des versions un peu bêta qu'on va tester, réajuster, régler. Et ça, le designer a pas mal de billes, hein, notamment parce qu'il y a une bonne maîtrise de ces questions de mobilier et cette question de prototype. Du coup, voilà, je m'arrête un peu là-dessus. J'espère avoir un peu répondu à ces questions de qu'est-ce que le design a à faire sur la fabrique de la ville et par ailleurs avoir ouvert quelques perspectives sur qu'est-ce que ces questions-là ont, en quoi elles irriguent cette question de la transition. Et évidemment, je serais ravi de continuer à en discuter. Mais en tout cas, l'agence vraiment va continuer à un peu surveiller et continuer à travailler avec la DULM, la MEL, sur ces questions un peu de transition de la ville, aussi bien sur l'espace public que sur ces équipements. Voilà, merci beaucoup et je vous relaisse la parole. Bien, Alexandre Muche, merci pour cette intervention, pour ce regard croisé. Alors, il est de coutume, dans notre instant T, pas de questions, pas de débat. Néanmoins, j'ai retenu 2 ou 3 idées et je ne peux m'empêcher de les dire ou de les synthétiser. On a posé le regard du design sur ces nouveaux modes opératoires. J'ai retenu surtout le droit à l'erreur, qui est un peu la pièce manquante du projet urbain, ce fameux 1%, cet espace laboratoire du projet. En seconde idée, parmi tant d'autres, il est important d'écouter les usagers, mais aussi les agents, c'est-à-dire de connaître sur cet espace public les métiers, de connaître les fonctionnaires publics et de voir comment ils vont gérer cet espace public, à la fois, euh, comme on l'a dit, la rue, le parc, les déchets. Et c'est vrai que la connaissance de ces métiers pour la gestion de ces espaces est aujourd'hui devenue hyper importante et le design propose ce regard-là. Et puis, un point important, c'est le changement dans ce mode opératoire, je dirais en amont du projet qui vient un petit peu titiller, challenger le cahier des charges qu'il convient aussi à entendre Alexandre Muche de le revisiter. En tout cas, merci Alexandre. On se rend compte que le design a des choses à dire sur le repartage de l'espace public. Avoir un vrai langage urbain est désormais important. En tout cas, merci pour cette intervention autour d'une de nos transitions qui est celle de la transition urbaine. Et puis, à très bientôt pour une
une prochaine webconférence autour probablement du sujet de la transition numérique. Voilà, merci.